L'aventurière du jour, c'est Cindy, 31 ans, qui nous raconte son tour du monde de 18 mois après avoir tout lâché. La voiture, le boulot, l'appart, les aventuriers en mode aventure autour du monde aujourd'hui. La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des aventuriers, lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et vous écoutez le podcast Les Aventuriers produit par le studio La Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde. Merci d'être de plus en plus nombreux avec nous chaque mois et si ce podcast Les Aventuriers vous plaît, on vous attend avec vos 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, histoire d'aller plus loin encore dans l'aventure ensemble. Aujourd'hui, je suis donc avec Cindy qui rêvait voyage mais pas forcément depuis son plus jeune âge. Salut Cindy. Salut Florent. Cindy, est-ce que tu te souviens à quoi ressemblaient tes vacances quand tu étais petite ? Alors mes vacances, c'était toujours au même endroit en fait. Donc on allait toujours en fait dans le nord du Portugal puisque mes parents sont d'origine portugaise et j'ai une grosse partie de ma famille là-bas. Et du coup, tous les mois d'août, c'était toujours le même trajet, donc c'était pas forcément la grande aventure. Et toi, ça t'allait ou t'aurais aimé plus d'aventures en fait ? Alors quand j'étais petite, j'étais assez casanière en vérité, ouais. Donc ça me dérangeait pas d'aller toujours au même endroit. J'étais pas forcément une grande aventurière, j'étais pas forcément très curieuse non plus de ce qui pouvait se passer ailleurs. Donc ça me dérangeait pas, on avait notre petite routine et c'était très bien comme ça. Donc tu n'es pas rentrée, Cindy, dans le monde du voyage par ta famille. Au début de l'âge adulte, c'était comment ? Est-ce que tu voyageais ou pas du tout ? Genre 18-20 ans, tu vois ? Ça a commencé justement dans ces eaux-là parce que j'ai eu un premier stage pour un site de voyage grâce auquel j'ai beaucoup voyagé. J'ai été rédactrice web et du coup en fait j'ai fait mon premier voyage et puisque c'était un site de voyage, j'ai fait un voyage de presse à Chypre. Et ça a été un véritable élément déclencheur, quoi. Je devais avoir 18-19 ans. Donc à partir de ce moment-là, tu sais désormais que tu veux voyager et dans les années qui suivent, tu vas faire des essais de voyage. Ça commence avec un voyage sac sur le dos, c'est au Portugal pendant 1 mois. Exactement, en fait. J'avais très, très, très envie parce que je me suis rendu compte que je connaissais juste une infime partie du pays, du pays qui représente mes origines. Et j'étais très curieuse de découvrir, en fait, ce pays de manière plus totale, on va dire. Et j'étais très curieuse, mais en fait, c'est quelque chose que, quand j'ai expliqué que je voulais vraiment voyager en sac à dos toute seule, du nord au sud au Portugal, ma famille a pas forcément compris et ma mère était vraiment, vraiment, vraiment pas d'accord, très, très, très inquiète. Jusqu'au dernier jour, elle a tout fait pour que j'abandonne l'idée. Mais heureusement que je me suis accrochée parce que ça a été vraiment un énorme révélateur pour moi. Qu'est-ce qui a fait, Cindy, que tu t'es accrochée à ce projet ? Parce que quand on est jeune et que la famille nous dit non, le fais pas, c'est dangereux, comment tu peux partir toute seule pendant 1 mois avec ton sac à dos, etc., ça nous permet pas d'être quand même décontracté dans un départ. Comment t'as réussi, toi, à t'affranchir des angoisses familiales ? Alors décontractée, je n'étais clairement pas décontractée, on va être très honnête, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais absolument faire, déjà pour me prouver que je pouvais le faire. Et j'ai toujours eu la sensation d'être un petit peu, pas l'extraterrestre, mais un petit peu le mouton noir de ma famille. C'est-à-dire, je faisais toujours les choses un peu différemment. Mes tantes, mes cousins, mes parents me disaient toujours, ah, Cindy, elle fait ça, c'est normal, c'est Cindy, c'est bizarre, elle fait des choses bizarres, il y a pas de problème. Et du coup, le fait que ma famille soit pas forcément une famille de voyageurs et que moi je puisse finalement casser un petit peu ce cycle, je trouvais ça plutôt sympa et fun à faire. Et oui, je me suis accrochée malgré tout ce qui pouvait être dit autour de la table le dimanche entre guillemets et j'ai pris mon sac à dos et j'ai pas vraiment laissé le choix en fait, j'y suis allée et point final.
Et tu as vécu ce premier périple d'un mois au Portugal comment finalement ? Eh ben, c'est, comme je te disais, un véritable révélateur. À ce moment-là, je me dis, je veux faire ça, mais je veux aller plus loin, je veux partir plus longtemps, le Portugal, pour moi, c'était pas un énorme choc des cultures non plus. Donc, c'était super de pouvoir faire une sorte, je le voyais comme un entraînement, avec, dans l'idée de partir bien plus loin, parce qu'à ce moment-là, je rêvais beaucoup de la Bolivie. J'avais très envie de partir en Bolivie. Et du coup, je me suis dit, le Portugal, ça sera un bon exemple, ça sera un bon test. Et si je réussis mon mois au Portugal, je pars en Amérique latine, je fais mon voyage en Bolivie et voilà. En tout cas, ça y est, à partir de ce mois passé au Portugal avec ton sac à dos, on peut dire que le virus du voyage est en toi. Et après ça, du coup, tu essayes de te faire un maximum d'expériences dans différents endroits, en France d'abord et puis à l'étranger ensuite. Exactement. Dès que je reviens du Portugal, je me dis, ok, il faut absolument, il y a autre chose à faire, il y a autre chose à voir. Donc à partir de là, vu que je suis encore dans les études et que j'en ai pour 5 ans, j'ai la chance de faire plein de stages et j'essaie de trouver des stages. Donc j'en ai fait dans l'Allier, j'en ai fait en Vendée et puis je me suis dit ce qui serait super, c'est de pouvoir faire un PVT, donc un permis vacances travail. Et là je pars plusieurs mois à Montréal pour un stage et l'expérience vraiment de vivre et pas forcément de voyager mais de vivre à l'étranger, ça c'était quelque chose d'absolument incroyable. En plus Montréal c'est vraiment une ville géniale, donc pour moi c'était quelque chose que je voulais faire tout le temps. Comme tu disais, le virus du voyage est là, je peux plus m'en empêcher, c'est trop tard. Et je fais absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de partir le plus souvent possible de Paris, quoi. Il y a la Cindy avant son départ au Portugal, il y a aussi la Cindy après ses nouvelles expériences de voyage. Quelle est la différence entre ces deux Cindy ? Je pense que la plus grande différence, et je pense pas être la seule, c'est la confiance que ça te donne en toi, quoi. C'est juste énorme. C'est quand on te dit, en fait, quand t'entends tout le monde te dire, c'est trop compliqué, pas toute seule, surtout pas quand t'es une fille. En plus, en Amérique latine, t'es complètement folle. Et que tu le fais et que ça fonctionne. Mais le capital confiance que tu gagnes, il est juste énorme et c'est super important notamment pour une personne comme moi qui est pas forcément une énorme confiance, dès le départ. Le fait de voyager beaucoup comme ça me permet de me dire je peux le faire, j'y arrive, et non seulement j'y arrive mais en plus c'est facile, ça marche, il y a pas de problème, et le fait de revenir et de leur dire non, vous voyez, il y a pas de problème, tout va bien, je prends soin de moi. Il faut essayer de casser cette idée de voyager seule en tant que femme, c'est toujours dangereux. De voyager, de voir plein de choses, d'aller dans différents endroits, de rencontrer plein de gens, mais le voyage interne que tu fais, ça n'a vraiment pas de prix. La Cindy d'avant, elle n'existe plus. C'est-à-dire que le fait d'avoir voyagé comme ça autant et toute seule, le fait d'être toute seule, je pense que c'est un facteur très très important, et ça te permet une introspection qui, moi, quand je suis partie en voyage autour du monde, je voulais la faire, c'était vraiment le but du voyage, et j'aurais pas forcément appris ce que j'ai appris si j'avais voyagé avec quelqu'un.
imaginons une seconde que le jour où ta mère te dit « Non, ne va pas au Portugal seul pendant un mois avec ton sac à dos, c'est trop dangereux, etc. etc. » Imaginons que tu l'aies un peu trop écouté, ta maman, et que tu aies décidé finalement de ne pas y aller. Ta vie ressemblerait à quoi aujourd'hui ? Ou toi, d'ailleurs, tu ressemblerais à qui aujourd'hui ? Oh, la catastrophe. Horrible. Non, je pense que si jamais j'avais écouté ma mère, je pense que je serais exactement dans la vie que j'avais avant mon tour du monde, c'est-à-dire salarié avec un bon travail, l'appart à Paris, la voiture, la vie bien réglée, la petite routine, exactement ce que j'avais avant et ce que j'ai voulu quitter à tout prix, quoi. Alors avant de quitter tout ça, il a fallu que tu l'aies tout ça, et c'est cette même entreprise qui t'avait fait ce stage dont tu as parlé tout à l'heure, qui a fini par t'embaucher plusieurs années après ce premier stage. Et dans le cadre de ton travail, tu as été amené à beaucoup voyager, tu étais même payé pour voyager. Exactement, c'est vrai. C'est vraiment ce qui peut s'apparenter au job de rêve. Et c'était vraiment le cas. C'est-à-dire que moi, quand on m'a embauché, entre guillemets, je caricature un peu, mais on m'a dit, voilà, il faut que tu sois dispo et que tu aies un passeport en règle, quoi. Moi, à partir de là, je dis, je signe où ? Il y a pas de problème. On va faire ça. Et effectivement, on voyageait très, très, très régulièrement. On va dire à raison d'une fois par mois, à part la période d'été où c'était un petit peu plus creux, mais sinon. Voilà, et on partait vraiment dans des destinations. C'était pas forcément que. Je partais beaucoup en Grèce, je partais beaucoup en Turquie, je partais beaucoup en Thaïlande, je suis partie en Guadeloupe, je suis partie à Tahiti. Enfin, c'est vraiment des destinations magnifiques que moi, quand j'avais 25 ans, j'aurais pas, toute seule, avec mon compte en banque, j'aurais peut-être pas pu me payer une semaine à Tahiti, quoi. Pour qu'on comprenne bien, le travail dans cette entreprise, c'était d'aller tester des destinations, des restos, des hôtels, c'est ça ? Alors voilà, en fait, le travail pour cette boîte-là, on avait donc des bureaux dans lesquels on passait le plus clair de notre temps, et une fois par mois, donc, on partait ce qu'on appelait des qualifs, c'est-à-dire qu'en fait, on partait, on va dire, une semaine en moyenne en fonction de la destination, mais à peu près une semaine, et on visitait des hôtels, on avait une liste d'hôtels et on visitait des hôtels et on devait en faire un reportage et les noter une fois arrivé en France dans les bureaux, voilà, faire un reportage, mais le travail c'était ça, c'est de partir et de visiter des hôtels. À ce moment-là, tu voyages beaucoup pour le travail, mais en dehors du travail, est-ce que tu as le temps de faire tes propres voyages ? Pas les voyages où tu vas noter des hôtels, mais vraiment un voyage où tu vas justement prendre le temps pour toi, prendre le temps de découvrir des lieux, de rencontrer des gens, de rencontrer des cultures. Un voyage juste pour toi. Ah oui, ça c'était une condition sine qua non, c'est-à-dire que vers la fin de l'année en général, ce que je fais, c'est que je garde tous mes congés payés et tous mes RTT, et ça a énervé beaucoup au sein de la boîte, mais bon, voilà, c'était plus fort que moi. J'essaie de garder un maximum pour me faire 3 semaines minimum de vacances entre guillemets, et là je partais effectivement en voyage pour moi. Donc le premier voyage comme ça que j'ai fait, c'était la Bolivie. Mais après ça s'est enchaîné, je suis partie en Argentine, je suis partie en Colombie, à chaque fois comme ça, mais oui, bien sûr, toujours des voyages pour moi, c'était le plus important. À chaque fois, c'est donc 3 semaines de voyage en solo, mais comment s'opèrent les retours en France ? Est-ce que ce sont des retours plutôt cool ou des retours un peu compliqués pour toi ? Alors pour ma part, plus le temps passe et plus je voyage et plus je fais mes voyages perso, et plus le fait de rentrer en France, c'est toujours très compliqué. Autant je suis rentrée, entre guillemets, de mon premier voyage satisfaite en Bolivie, mais le dernier voyage backpack que j'ai fait en solo avant mon tour du monde, c'était le Brésil. Et le Brésil, j'ai eu un coup de cœur énorme pour ce pays, et vraiment partir, ça a été très compliqué. Et à chaque fois, c'était 3 semaines, mais c'était beaucoup trop frustrant pour moi.
Alors on essayait de me dire oui, mais tu voyages avec ton travail, tu restes pas tout le temps à Paris, etc. Mais c'était pas la même chose. Le travail, il commence à changer un petit peu, la façon de voyager aussi. Et du coup, c'était toujours de plus en plus compliqué. Mais en fait, j'avais l'impression de pas forcément avoir le droit de me plaindre. C'est-à-dire que tout le monde me disait mais t'es salarié, t'as un travail de rêve, de quoi tu te plains? Et j'avais toujours la sensation d'être celle qui se plaint alors que j'étais celle qui rentrait d'un voyage en Thaïlande en plein hiver bronzée, quoi. J'avais pas le droit de me plaindre. Mais pour moi, c'était très frustrant. Donc selon les autres ou selon la société, t'as tout pour être heureuse. Mais toi, en fait, tu sens bien que quelque chose bloque un peu. Et du coup, tu décides que ton prochain voyage n'aura pas de date retour. Exactement. En fait, je voyais vraiment ça comme ça. C'est-à-dire que je voulais arrêter ce que je faisais parce que, comme tu disais, je sentais que j'étais plus épanouie. Malgré tout ce qu'on pouvait me dire, c'est-à-dire qu'exactement, on me disait que j'avais la vie rêvée, la vie parfaite, entre guillemets. J'avais mon appart, mon travail, je voyageais, de quoi je me plaignais. Et moi, je sentais que ça me suffisait pas, ou que ça me suffisait plus, en tout cas. Donc, je me suis dit, cette fois-ci, je veux partir, mais je veux pas partir 3 semaines. Je veux pas savoir quand je rentre, et je ne veux plus de ma vie d'avant. Je veux pas je veux pas un congé sabbatique. C'est ça que je me suis dit. C'est pas un congé sabbatique que je veux. C'est arrêter ce que je fais, avoir mon voyage, et je le voyais comme une véritable transition. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui voyagent et qui se disent bah non, moi je veux que ce soit une parenthèse, ils sont très épanouis dans leur travail, ils ont envie de récupérer ce travail et c'est très bien. Moi tout ce que je voulais c'est que ce soit une véritable transition entre ma vie d'avant et la vie que je voulais construire après mon voyage. Encore une fois, c'est étonnant pour la Cindy du départ, parce que la Cindy qui était un peu casanière, celle qui avait besoin d'avoir ses repères, de partir au même endroit, elle peut être un peu étonnée quand elle voit ce grand saut dans le vide. Toi, tu ne sais pas ce qui va t'attendre à l'atterrissage de ce saut. Et pas du tout, exactement. C'est très étonnant pour moi parce que je suis quelqu'un de très organisé. Je suis pas, j'aime pas les surprises. Je déteste ça. J'aime pas ne pas savoir ce qui va m'arriver demain. Ça me dérange beaucoup. J'aime bien avoir un plan sur plusieurs mois, années. Et là, j'avais vraiment l'impression de sauter dans le vide, mais j'avais aussi la sensation qu'il fallait que je fasse. C'est-à-dire qu'au début, j'avais envie de faire un tour du monde. Ensuite, je me suis dit que j'allais vraiment le faire. Et puis au final, c'est devenu quelque chose que je devais faire. Je sentais que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse. C'était nécessaire. Et du coup, j'ai même pas réfléchi à ce moment-là. Tout le monde me disait, mais toi qui aimes tellement bien organiser les choses, comment tu vas faire? Mais j'en ai aucune idée. Mais c'est ça qui va se passer parce que c'est ça qu'il faut que je fasse. La petite voix intérieure, celle qui t'a conduite sur cette route de l'aventure, il y a des fois où tu ne l'as pas écoutée et où tu regrettes de ne pas l'avoir écoutée. Il y a eu des fois où tu l'as enterrée, camouflée, cette petite voix. Je vais être très honnête avec toi. Avant ce voyage, j'ai jamais écouté cette petite voix. Tout simplement, j'ai tout bien fait comme on m'a demandé de faire. Moi, j'étais vraiment C'était le syndrome de la bonne élève. C'était, je faisais bien ce qu'on me disait parce qu'on me promettait une vie super si jamais je travaillais bien à l'école, j'avais des belles études, j'aurais un super travail. Bon, j'ai eu un super travail, j'ai fait des super études et tout, mais on me promettait une vie géniale. Donc je me suis dit bon bah très bien, je vais écouter les grands entre guillemets. Et là, on a peut-être 26, 27 ans et on se dit bah non, en fait, on m'a promis quelque chose et c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Alors oui, sur le papier, j'ai tout. Mais est-ce que je suis épanouie? Pas du tout. Donc non. Et en fait, c'est très amusant parce qu'en fait, pendant le voyage, justement, parce que j'étais toute seule, ça m'a permis une véritable introspection. Et le nombre de fois où je me suis dit, punaise, j'ai pas écouté cette fois-ci. Et cette fois-là, je l'avais pas écouté non plus. Et là, non. Et en fait, on ressent tout quand on est en voyage. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi en voyage en solo. On est vraiment à fleur de peau. On ressent absolument tout. On écoute on voit des choses partout. En fait, on se dit mais depuis combien d'années je vis comme ça dans le déni, alors qu'il suffisait juste que je prenne mon sac à dos et que je m'ouvre un petit peu et que j'écoute en fait cette voix intérieure et combien de choses j'ai ratées. Et j'ai été pas déçue, mais assez triste de me dire il y a quand même beaucoup d'occasions manquées à cause de la peur de suivre cette voie, parce qu'on se dit c'est pas rationnel, et moi je suis quelqu'un de très cartésien.
Donc si jamais ça me prouve pas par A plus B qu'il faut que je le fasse, j'avais tendance à mettre un petit peu ça de côté. Donc pour le voyage, c'est vraiment la première fois où j'écoute cette petite voix. Et clairement, j'ai bien fait parce que c'est exactement ce qu'il fallait que je fasse. Mais ça me met aussi devant la réalité. C'est-à-dire que j'ai jamais écouté cette petite voix que j'aurais dû écouter et j'ai raté beaucoup de choses. Et tu le disais tout à l'heure, Cindy, tu ne voulais absolument pas que ce saut soit juste une petite parenthèse dans ta vie, genre une année sabbatique. Toi, tu voulais qu'il y ait un avant et un après. Tu voulais que ça soit une transition. Mais c'était quoi la vie que tu imaginais pour toi après ? Je pense que ce qui était le plus important pour moi, c'était le sentiment de liberté que j'ai gagné en fait pendant le voyage. Je me suis dit, je ne veux plus jamais que ça me quitte. Cette sensation de je fais ce que je veux, personne n'a à me dicter ma conduite, j'ai pas à me justifier, ça c'est très important pour moi, j'ai pas à me justifier et le fait de d'être libre en fait, ça peut paraître un peu bateau dit comme ça, mais c'est vraiment cette sensation de pendant 18 mois personne ne m'a jamais dit ce que j'avais à faire, ni l'heure à laquelle je dois arriver au boulot. Si jamais je partais un peu plus tôt, on m'a pas dit tiens tu pars en week-end ou quoi que ce soit. Non, c'est si jamais je disais tiens demain j'ai envie de faire une plongée, j'avais toute une auberge de jeunesse à me dire c'est super génial, fais ta plongée quoi. Tout le monde t'encourage, il y a vraiment une vibe un peu positive et en fait ça te conforte dans l'idée de mais à partir du moment où tu fais ce que tu veux faire et que t'es aligné, il y a absolument aucune chance pour que ça se passe mal. Tu citais toute l'auberge de jeunesse qui était avec toi et qui souvent appuyait tes envies. T'as eu la sensation dans ce tour du monde de 18 mois de rencontrer plusieurs Cindy sur ton parcours, pourquoi pas dans ces auberges de jeunesse ? J'en ai rencontré plein. J'en ai rencontré beaucoup et c'était très drôle parce que en fait en fonction du moment où tu les rencontres, au début de ton voyage, au milieu de ton voyage ou à la fin, notamment à la fin, c'est là où ça me faisait le plus d'effet entre guillemets, c'est quand on rencontre des tout jeunes voyageurs qui commencent leur voyage, toi tu sens que t'es déjà à la fin et ils ont exactement les mêmes peurs que toi au tout début et tu peux pas t'empêcher. Bon, moi je pouvais pas m'empêcher d'avoir vraiment un sourire, mais c'était bienveillant bien sûr, c'est pas de la moquerie, mais je me disais mais j'ai pas envie de te spoiler, mais si tu savais ce qui t'attend, enfin c'est juste spectaculaire quoi. Donc oui, j'en ai rencontré énormément, des gens qui justement, beaucoup de femmes qui me demandaient conseil, notamment quand je commençais à avoir un petit peu de bouteilles entre guillemets, on va dire entre 10-12 mois de voyage. Là on commençait à me dire comment t'as fait, en plus en Amérique latine, ça c'est quelque chose qui panique beaucoup en général les voyageurs et les femmes en particulier, et pouvoir leur dire écoutez, faites-vous confiance, écoutez-vous. Vraiment, je pense que le meilleur conseil que je pouvais donner et que je peux donner à ceux qui vont faire un tour du monde ou qui en sont en plein dedans, c'est écoutez-vous, faites-vous confiance. Si jamais il y a quelque chose qui vous dit fais ci ou fais pas ça, il n'y a pas de question à se poser. Vous vous écoutez. Amérique latine, ce sont deux mots qui sont revenus souvent dans notre conversation aujourd'hui. Pourquoi ce continent est-il si important pour toi, Cindy ? Parce que c'est probablement l'endroit où moi personnellement je me sens le plus vivante. C'est-à-dire que j'ai pu expérimenter beaucoup de choses, mais la sensation que j'ai quand j'arrive en Amérique latine, c'est juste spectaculaire. Je le sens, mais ça coule dans mes veines. Je sais pas comment l'expliquer, mais
la spontanéité des gens. En fait, ils sont tellement loin de moi en termes de caractère, même c'est un gros choc des cultures, mais ils sont tellement différents de ce que je peux être. Après, bien sûr, il y a différentes. Ils sont pas tous pareils. C'est pas une caricature, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à être beaucoup plus spontanés, beaucoup plus impulsifs dans le bon sens du terme, beaucoup plus moins réservés, et ils sont tellement à l'opposé de ce que je suis que je peux pas m'empêcher de les admirer. Et je trouve que ce continent est fascinant. Et j'adore la Colombie, j'y suis allée 2 fois, à chaque fois c'est un crève-cœur de devoir repartir, mais c'est vrai que par exemple quand je pars au Brésil, là c'est vraiment le pays dans lequel j'arrive au Brésil et j'ai la chair de poule, quoi. C'est vraiment le pays pour moi le plus extraordinaire que j'ai jamais visité, quoi. Mexique, Colombie, Pérou, Brésil. Si je te demandais de me faire une bande-annonce de la première partie de ton film, à toi, en Amérique latine, ça serait quoi les 3 grandes scènes que tu garderais pour cette bande-annonce ? Les 3 grandes scènes. Alors, je vais pas les mettre dans l'ordre parce que sinon ça va me faire pleurer. Mais je pense que déjà, je mettrais une belle scène de quand j'ai pu aller voir le Fitzroy en Argentine. Ça, c'était incroyable. Vraiment la sensation d'un rendez-vous, en fait, et d'être au bon endroit au bon moment. Ça, c'était super. Je mettrais également, et je pense que je vais choquer beaucoup de personnes, mais je mettrais Bogota, parce que moi j'adore Bogota, et c'est pas une ville qui fait toujours l'unanimité chez les voyageurs qui ont tendance à... Ils adorent souvent la Colombie, mais ils adorent Medellín, et c'est vrai que c'est une ville absolument incroyable, mais moi j'adore Bogota parce que je trouve que c'est vraiment la vraie vie en Colombie, quoi. Ça grouille, c'est une poudrière, c'est incroyable, moi j'adore ça. Et pour finir, et je vais dire que c'est le top 1 parce que c'est l'endroit le plus exceptionnel au monde, et je vais être très précise, c'est Rio de Janeiro au Brésil pendant le carnaval. Je pense que c'est la meilleure expérience que j'ai jamais vécue de ma vie. Pourquoi ? Parce que la sensation de faire partie d'un tout alors que personne ne se connaît, et tout le monde... J'avais l'impression d'être dans une famille, mais la famille, c'est tout Rio, quoi. C'est juste un truc énorme. J'ai toujours beaucoup de mal à me mettre dans des groupes. Je suis quelqu'un de très introverti et je suis quelqu'un de très solitaire. Faire comme ça la fête pendant 1 semaine et sortir dans la rue, même toute seule. J'étais toute seule au début, puis ça a pas duré, mais j'étais toute seule au début et y aller sans peur parce que j'étais convaincue que j'allais trouver des gens, et c'est exactement ce qui se passait. T'as vraiment l'impression de vivre en osmose pendant 1 semaine avec des inconnus, mais comme si tu les connaissais depuis toujours. C'est juste spectaculaire. Alors dans cette bande-annonce, on a un superbe plan large, magnifique, sur la foule. Puis il y a un gros zoom sur Cindy, et on peut même rentrer dans la tête de Cindy. Cindy, à ce moment-là, elle pense quoi ? Elle pense qu'elle a perdu beaucoup de temps, je pense. Elle a perdu beaucoup de temps. J'ai toujours tendance à beaucoup m'en vouloir pour les choses que je fais pas, que les choses que je rate, etc. Et je pense qu'au moment où vraiment je m'amuse, je m'amuse, il y a pas de problème, mais je peux pas m'empêcher de me dire, t'en as mis du temps avant de t'écouter un petit peu quand même. T'en as mis du temps. Hein. C'est vraiment, il était vraiment grand temps que tu te dises, maintenant je vais vivre pour moi et je vais arrêter d'écouter toutes ces personnes qui me disent, mais non, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, c'est trop dangereux, c'est trop risqué, ça va pas marcher. Non, si, ça va marcher. Si jamais tu veux que ça marche, tu te donnes les moyens. C'est pas sans travail, mais ça vaut le coup. La première grosse étape de ce voyage va durer 1 an. On est en Amérique latine. Il y a ensuite un petit stop, le besoin d'une vraie pause. Et cette pause va se faire aux Fidji. Pourquoi le besoin d'une pause et pourquoi cette pause aux Fidji ?
Alors, aux Fidji, parce que c'est très spécifique. Il y a un film que j'adore et qui s'appelle Le Truman Show. Et dans ce film, le protagoniste, donc Truman, veut absolument partir aux Fidji. Exactement. Ouais. J'adore ce film et il veut absolument partir aux Fidji. Et j'ai vu ce film il y a peut-être 7 ou 8 ans. Et depuis, c'est un nom de destination qui m'est pas sorti de la tête. Donc je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Et effectivement, j'avais vraiment besoin d'une pause parce que pendant 1 an, ça a été très, très, très riche, très lourd, aussi bien physiquement que émotionnellement, plus émotionnellement d'ailleurs, parce que c'est pas toujours tout rose. On apprend beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses, et du coup, j'avais vraiment juste besoin de remettre un peu les pendules à zéro, de me calmer, de se dire voilà, on arrête de courir, on va aux Fidji et on profite juste de la plage, du calme, du fait que ce soit pas forcément très 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 touristique. Tu vas te reposer et tu l'auras bien mérité, et ça permettait de faire une petite introspection sur la première année de voyage et surtout de me dire est-ce que j'ai envie de continuer ou pas. Tu arrives ensuite en Asie, Indonésie, Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande. Ça sera donc la deuxième grosse partie de ce périple de 18 mois. Pourquoi l'Asie et qu'est-ce que l'Asie représente pour toi, Cindy ? Ça représente surtout... Alors déjà l'Asie, parce que j'avais jamais fait de backpack en Asie. Et j'étais très 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 curieuse parce que tous mes backpacks précédents, à part le Portugal, avaient toujours été concentrés en Amérique latine. Et là, j'avais très envie de voir en fait comment ça pouvait se passer en Asie du Sud-Est, parce que beaucoup de personnes me disaient, et je comprends, que c'était beaucoup plus facile, c'était vraiment très 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 facile de voyager en sac à dos en Asie. Je pense que c'est probablement lié à la langue, parce que pas tout le monde parle espagnol, mais moi, je parle parfaitement espagnol et je trouve que c'était beaucoup plus facile pour moi en Amérique latine. L'Asie, ça a été un choc des cultures encore plus important qu'en Amérique latine. Et c'était absolument génial, mais ça m'a surtout permis de me rendre compte à quel point l'Amérique latine me manquait. C'est très 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 différent forcément, et les rencontres se faisaient beaucoup moins facilement. De mon côté, j'étais beaucoup plus toute seule, encore plus d'introspection, comme s'il en fallait plus. C'était peut-être un petit peu plus lourd émotionnellement. Je me suis un peu plus fait plaisir, en tout cas aussi en termes d'activité, parce que du coup, j'avais besoin en fait de m'occuper l'esprit, parce que je vais être très honnête, c'était super, mais l'Amérique latine me manquait énormément, ouais. Si tu devais à nouveau faire une bande-annonce de la deuxième grande partie de ton voyage, ça serait quoi les scènes que tu choisirais ? Alors, j'ai passé une semaine sur l'île de Korong Salem au Cambodge, je pense que ça se prononce à peu près comme ça, où j'avais mon petit bungalow sur la plage. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et c'est vrai que je me suis sentie très très bien. J'étais vraiment vraiment solo, mais j'adore la jungle et j'adore le vert, tout ça, le végétal. Et c'est vrai que du coup c'est une île assez verte, et ça m'a permis un petit peu de me balader et de profiter et de la forêt et de la mer. Donc ça, je pense que ce serait probablement l'un des meilleurs spots en Asie du Sud-Est que j'ai pu visiter. Je me suis vraiment sentie super bien. Ensuite, j'ai vraiment adoré l'île de Koh Tao, qui est très touristique en Thaïlande. Mais j'ai passé mon deuxième niveau de plongée. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui a très très peur de l'eau à la base. Et l'un des but de mon voyage, c'était vraiment de faire en sorte de faire disparaître cette phobie de l'eau. Je me suis dit, c'est pas grave si t'es pas à l'aise, mais au moins que t'arrêtes d'avoir vraiment peur de l'eau. Et je me suis retrouvée à faire mon deuxième niveau de plongée à Koh Tao. Donc ça, c'était quand même assez fort pour moi. Et le meilleur souvenir que j'ai en Asie, c'est quand je suis partie au Laos et je suis allée j'ai fait 3 jours de zipline dans la jungle laotienne. Et l'un de mes rêves, c'était de dormir dans une cabane en hauteur, en plein milieu de la jungle. Et c'est les cabanes les plus hautes en fait au monde. Donc c'était un très 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 beau cadeau de Noël et c'était absolument incroyable parce que c'était vraiment réaliser un rêve de gosse, quoi.
Allez, fin de cette deuxième étape qui se déroule en Asie, et c'est en Thaïlande que tu commences à sentir la fin de ton voyage arriver. Qu'est-ce qui te fait ressentir ça ? Je pense que l'un des premiers indices que j'ai pu avoir, c'était pas forcément, je dirais pas le manque d'entrain, mais je me sentais plus proche de la fin. Je sentais, comme quand j'ai pu avoir cette sensation de « il faut que je le fasse », j'ai eu cette même sensation de « il faut que j'arrête ». J'avais un peu moins d'entrain, je sentais que je faisais les choses pour les faire, entre guillemets. Et je me sentais de plus en plus nostalgique, et c'est surtout je repensais beaucoup au moment du début, au premier voyage, mais même au tout début de l'Asie. J'avais de plus en plus de souvenirs et de moins en moins d'idées en fait. Donc je me suis dit c'est peut-être que tu sens la fin arriver parce que tu commences à être nostalgique, tu repenses au moment que tu as vécu au tout début. Et là, au départ, j'étais je vais faire ça, puis on va faire ci, et puis on va aller là. Et puis arrivé en Thaïlande, je me suis dit je me souviens quand j'ai fait ci, je me souviens à ce moment-là. Donc je me suis dit c'est peut-être la fin, là il faut peut-être penser à arrêter un petit peu, à penser au retour. Mais je m'étais promis au tout début de mon voyage que si jamais j'avais encore un peu d'énergie et surtout le budget pour le faire, je ferais au moins un pays en Afrique. Et donc du coup je me suis vraiment fait cette promesse et j'y suis allée. L'Afrique, c'est l'Afrique du Sud qui a été le seul pays du continent africain où tu es allé pendant ce périple. Pourquoi ce choix de l'Afrique du Sud ? Parce que j'avais très envie de découvrir la côte en fait. On m'avait vraiment survendu l'Afrique du Sud comme un pays absolument magnifique, et c'est le cas. C'est tout à fait vrai. Et j'avais vraiment besoin de retrouver la mer, les falaises, tout ça, et j'avais vraiment très envie de découvrir l'Afrique du Sud aussi, parce qu'on m'avait vanté les safaris là-bas. Donc j'avais pensé à ça, et puis aussi parce que c'était peut-être l'un des pays les plus faciles entre guillemets, parce que l'Afrique c'est pas forcément le continent le plus simple pour le backpack, en tout cas pas forcément les pays que je visais moi à la base, mais je pense que l'Afrique du Sud c'était un pays idéal pour une première expérience sur ce continent que j'ai hâte de découvrir peut-être dans les années à venir. Alors ça avait beau être idéal dès le premier jour à Cape Town, dès que tu arrives en Afrique du Sud, tu comprends qu'il s'agit du dernier pays de ton voyage. Oui, alors ça c'est une scène assez mémorable parce que je suis sortie, je me souviendrai toute ma vie, je suis sortie de l'aéroport, je vais vers mon auberge de jeunesse, je m'installe, j'arrive à Cape Town, super ambiance, super ville, c'est très cool. Et j'arrive assez tard, donc je vais juste en bord de mer en fait. Je vais juste en bord de mer pour profiter un petit peu de la vue avant qu'il fasse noir. Et je vais être très honnête, j'ai commencé à pleurer toute seule sur mon banc parce que je me dis, je sens que ça sera le dernier. J'aurais pas forcément ni la force ni l'envie de continuer. Je prends la décision de m'écouter, là encore une fois, et de me dire, tu vas passer une première semaine tranquillement, parce que j'ai toujours tendance à changer beaucoup d'avis, donc je me dis, on sait jamais, prends les devants. Mais si au bout d'une semaine, effectivement, tu comprends que c'est vraiment la fin, tu prends ton billet de retour le plus vite possible pour pas le payer trop cher, et tu profites de ton mois en Afrique du Sud. Mais la vérité, c'est que dès le premier jour, je me suis dit, j'ai envie que ça se... J'étais triste que ça se termine, mais j'étais très contente de me dire que je l'avais fait.
Il y a beaucoup d'introspection chez toi, Cindy. Est-ce que pendant ces 18 mois de voyage, tu as la possibilité de partager ces réflexions avec quelqu'un, ou est-ce que ça se passe juste entre toi et toi ? Ça se fait principalement avec moi-même. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup et encore moins de ce qui se passe pour moi. Je suis quelqu'un d'assez secret, je pense. Donc, du coup, c'est très difficile. Mais il y a une seule fois où j'ai complètement ouvert les vannes. Donc là, je vais nous ramener en Amérique latine pendant 5 minutes. Au Nicaragua, en fait, j'ai rencontré une personne à un moment où c'était vraiment peut-être le point le plus difficile de mon voyage émotionnellement. Et je rencontre une personne complètement au hasard dans une auberge de jeunesse. Une femme absolument incroyable, et je parle toute la nuit avec elle et elle me dévoile toute sa vie, et au fur et à mesure qu'elle me dévoile, elle, tous ses secrets que j'ai même pas demandé, c'est-à-dire qu'elle s'est juste ouverte à moi, et j'ai trouvé ça tellement incroyable, la confiance qu'elle m'a donnée d'un coup est tellement beau que je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si moi je faisais pareil? Et je lui ai déballé absolument tout. C'est-à-dire que c'est peut-être aujourd'hui, très sincèrement, très honnêtement, la personne qui se balade sur Terre et qui me connaît le mieux. Alors que j'ai peut-être parlé avec elle 3-4 heures, pas plus, quoi. Donc, elle sait absolument tout. Elle a réussi à me faire voir peut-être les choses par un prisme différent à un moment où j'en avais vraiment besoin. Donc c'est peut-être la seule fois, oui, où je m'ouvre complètement et ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Cette personne-là, tu es encore en contact avec elle ? Très très peu, c'est-à-dire que j'ai pu discuter quelques jours après quand elle est partie et que du coup j'ai gardé son contact. Mais après, pas tant que ça. Mais je lui ai juste envoyé un message le jour de mon retour, quand je suis arrivée à Paris. Quand je suis arrivée à Paris, aéroport Charles de Gaulle, le premier truc que j'ai fait, c'est lui envoyer un message pour lui dire merci. Et parce que je voulais absolument qu'elle ait conscience de ce qu'elle avait fait pour moi, et je voulais pas qu'elle ne sache pas le bien qu'elle pouvait faire aux gens, parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, et je voulais absolument qu'elle le sache, quoi. Cindy, est-ce que tu fais partie de ces personnes qui pensent que certaines âmes sont faites pour se rencontrer dans la vie, que ce soit en amour, en amitié, professionnellement également ? Très sincèrement, avant ce voyage, pas du tout. Comme je te disais, je suis quelqu'un de très très rationnel, donc j'avais vraiment du mal pour moi, tout était un hasard. Il n'y avait pas de destin, il n'y avait pas d'âme jumelle ou quoi que ce soit. Et mine de rien, quand on voyage comme ça et on est vraiment exposé complètement, on est extrêmement fragilisé, et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais on est vraiment à fleur de peau et on ressent tout puissance 1000. Je me suis dit, peut-être que cette personne qui a croisé mon chemin au moment où j'en avais plus besoin pour me dire exactement ce que j'avais besoin d'entendre, ce serait vraiment incroyable que ce soit juste un pur hasard, quoi. Donc non, je me dis, peut-être, c'est possible. Et voilà, la vie est une fête, et voilà, il faut essayer d'en profiter un maximum. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris. Je pense que j'ai tellement évolué et tellement changé, et j'essaie vraiment de voir les choses de la manière la plus positive maintenant. Donc ouais, franchement, même si c'était un voyage très 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 difficile, sur tous les plans, j'ai vraiment envie de garder ça comme quelque chose la chose peut-être la plus incroyable que je ferais, moi, de ma vie, j'en sais rien. Dans ce voyage, qui a été la personne à laquelle il a été le plus difficile de dire au revoir ? Ah, c'est pas une personne, c'est une ville, c'est Rio.
C'était horrible. Partir de Rio, pour moi, c'était horrible. J'ai pleuré, il faisait moche, il était en train de pleuvoir. Je me suis dit, c'était un signe, il faut que je reste. Mais mon visa se terminait. C'était pas une personne, non, c'était... Partir de Rio, c'était une horreur pour moi, vraiment, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est l'endroit où je dois être à chaque fois. Tout me ramène à Rio. Quand j'en parle, j'ai les larmes aux yeux et la chair de poule. Non, Rio, bien sûr. Et toujours dans ce film, quelle est la scène la plus drôle du film ? La scène la plus rigolote, je pense que c'est quand j'ai commencé à faire de la plongée. C'était rigolo pour quelqu'un qui était traumatisé par l'eau et qui a failli se noyer dans un évier. C'était quand même un moment mémorable. Mon instructeur a dû bien se marrer. Il a été très pro sur ce moment-là, mais je pense que le soir, avec les collègues, ça a dû bien rigoler. Un tour du monde qui a donc duré 18 mois. Tu es rentré il y a quelques temps déjà, avec la ferme intention de repartir un jour ou plutôt de t'installer sur le long terme en France ou ailleurs ? Alors non, clairement, je pense que la France, pour moi, c'est pas forcément, ou en tout cas pas maintenant, quelque chose que j'ai envie d'avoir. Je pense que l'idéal pour moi, ce serait de repartir. Je pense que je vais essayer, ce que je suis en train d'essayer de faire en ce moment d'ailleurs, de pouvoir avoir une profession qui me permet d'être digital nomade, retourner en Amérique latine le plus vite possible, visiter les pays que j'ai pas pu visiter, que j'ai pas eu le temps de voir malheureusement, et sur le long terme, mais là on parle dans quelques années, m'installer à Rio de Janeiro, ce serait parfait. Merci d'avoir partagé cette aventure de 18 mois avec nous, Cindy. Et c'est même plus qu'une aventure de 18 mois, on l'a compris, c'est carrément l'aventure d'une vie. Merci donc et à très bientôt, Cindy, pour la suite de tes aventures. Merci à toi vraiment. Merci beaucoup. Vous aussi, vous êtes une aventurière ou un aventurier, une expatriée ou un expat. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez nous raconter l'aventure de votre vie, n'hésitez pas à nous contacter. On vous attend par mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K. Et nous, on se retrouve dans un mois avec un nouvel épisode pour les aventuriers, produit par La Fabrique Audio, en partenariat avec TV5 Monde. Les aventuriers. Un podcast de La Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer ? Une destination à nous faire découvrir ? Contact @lafabriqueaudio.com. lafabriqueaudio.com. Et avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio produit également d'autres podcasts. Rendez-vous par exemple avec le podcast La Petite Histoire pour découvrir des histoires palpitantes de personnes qui ont marqué l'histoire à leur manière. La Petite Histoire, c'est sur toutes les plateformes de podcast.